Imaginez si vous étiez vraiment à l'aise en prise de parole. Dans ce podcast, on va plonger dans ce qui est la deuxième peur la plus répandue au monde, la prise de parole en public ou devant la caméra. Mais surtout, on va vous partager des clés concrètes, des tips, des conseils pratiques pour développer cette compétence aujourd'hui indispensable. Parce que oui, l'oral, c'est une compétence qui est précieuse, autant dans la vie pro que dans la vie perso. Mais avant ça, Annie, est-ce qu'on se présenterait pas? Oui, alors moi je suis Annie Reynaud, j'accompagne en prise de parole en public surtout des entrepreneurs, des gérants de société, des conférenciers. Je les accompagne pour leur assemblée générale, pour leur formation, pour leurs conférences, dans toute l'aisance dont on a besoin pour prendre la parole devant un auditoire, qu'il soit important ou pas. Et moi, Victor Boisson, dirigeant de la société Skiveo, une société de production audiovisuelle, mais surtout basée sur le coaching en média training. Donc finalement, désensibiliser devant la caméra, c'est mon métier. Et aujourd'hui, on accompagne surtout des dirigeants qui veulent faire passer leur message en vidéo. Et justement, pour aller plus loin, on a réuni 5 experts. Au programme, l'importance de maîtriser sa voix. Gagner en confiance grâce à son style vestimentaire. Une experte nous expliquera pourquoi l'image qu'on renvoie est bien plus qu'un détail. Mais aussi, que se passe-t-il dans notre cerveau en situation de stress? Les neurosciences peuvent-elles nous aider à mieux comprendre et à dépasser ces blocages? Deux spécialistes viendront nous éclairer sur ce sujet qui est passionnant. Et puis, quelles sont les méthodes de relaxation, de recentrage pour calmer ce mental agité et retrouver confiance? On fera un focus sur des approches douces mais puissantes. Et enfin, Parler chaque semaine, est-ce que c'est la clé? Est-ce que la régularité, l'entraînement, c'est vraiment ce qui fait toute la différence? Le gagnant d'Eloquentia Rennes viendra nous raconter son expérience. formée en chant lyrique au conservatoire, Juliette Le Guérinel enseigne la technique vocale en école et à domicile. Juliette a une longue expérience de théâtre et elle explore les liens entre la voix chantée et la voix parlée. Elle accompagne grâce aux outils du chant pour aider chacun d'entre nous à libérer sa voix. Alors, Juliette, est-ce que on peut améliorer sa voix, autrement dit, avoir une belle voix ou une voix charismatique? Alors, complètement. Tout le monde peut travailler sa voix. J'utiliserais plutôt le mot travailler qu'améliorer, D'accord. afin d'être plus à l'aise et de pouvoir développer cet instrument, parce que finalement, c'est un instrument et c'est un savoir-faire. Donc, ça s'apprend et tout le monde peut le faire. Et en quoi, finalement, la voix est-il fondamentale, en tout cas dans la communication? La voix est un outil de communication et les autres outils de communication du corps sont au service de la voix. Donc, c'est très lié, tout ça. Si on a, par exemple, moi, j'utilise mes mains pour parler, ça va avoir une influence sur ma voix. Et la voix, c'est un des signaux que va recevoir l'auditeur, l'auditrice. Donc, c'est fondamental, c'est à la base de tout. Quelles sont, Juliette, les erreurs vocales les plus fréquentes chez les oratrices et les orateurs? Alors, je dirais qu'il n'y en a pas énormément, en fait. Il y en a une grosse qu'on va vraiment ensuite venir travailler avec plein d'angles différents. Mais la principale, ça va être de forcer sur les cordes vocales, tout simplement, et de penser que on va pouvoir influer sur la voix, le timbre, la puissance, etc., en mettant voilà, de la force et de la D'accord. crispation à ce niveau-là. Et donc, ça va produire tout un tas d'effets plutôt néfastes et, et voilà, ça va déformer la voix. On va la C'est pas mal. casser la voix. Ouais, exactement. Mais alors, Juliette, comment se préparer vocalement juste avant une intervention importante? Si on doit parler là dans 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux volets. Il y a la préparation purement vocale qui va être en fait, c'est peut-être un peu décevant, mais c'est pas faire des tas de vocalises. Ça va être plutôt se concentrer sur la respiration et le souffle. Donc être certain que, et certaine que de pouvoir prendre des pauses entre chaque phrase, etc. Donc préparer son texte, savoir parle ce qu'on souvent, va ça. dire, N'est-ce voilà, pas, la savoir ce qu'on va répétition? dire et vraiment maîtriser ce qu'on va dire. C'est pas du travail purement sur la corde vocale, mais en fait, c'est hyper important parce que je sais que je respire là, je sais que je respire là. Et comme c'est le souffle qui va porter la voix au final, eh ben, je dirais qu'il y a ce travail préalable qui est hyper important.
d'être complètement en phase avec ce qu'on va dire. Et ensuite, il y a tout un tas de petits exercices, mais qui sont vraiment basés sur le souffle et la détente de toute cette zone-là. Donc on peut se masser le cou, on peut détendre la mâchoire, il y a plein d'exercices de mâchoire, des exercices de diction aussi. On va venir vraiment parler de diction et pas d'articulation, parce que le fait de gesticuler avec le visage, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et c'est pas très agréable à voir en plus. Donc, C'est ce que je fais tout le temps pourtant. On a un peu non, mais tendance, parce qu'en ouais. fait, les expressions du visage, les sourires, etc., tout ce qui va ouvrir le visage ou exprimer, c'est complètement OK. Mais par contre, ce qui est déconnecté du sens et Oui, ce qui va être exagéré quoi. hors communication, en fait, c'est délétère. Donc voilà, plus on va être connecté avec ce qu'on dit, connecté au sens de ce qu'on dit, et là je m'éloigne un petit peu, mais en fait c'est ça. Préparer ce qu'on va dire, et ensuite tout ce qui va aider à pas être en tension en fait, parce qu'en fait il peut y avoir aussi un peu de trac, ce genre de choses, donc Ça arrive voilà. souvent. On Le trac, souffle. c'est important, le trac. Ok, est-ce que tu as des exemples marquants de personnes que tu as accompagnées et que tu as débloquées, ou alors tout simplement des exemples par rapport à ça, au travail de la voix? En fait, ce qui me marque le plus souvent, c'est des personnes que j'accompagne en chant, notamment, qui voient des résultats sur leur voix parlée. Alors que, à la base, pourtant, elles venaient juste, apprendre à bien chanter. Et en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même, un lien, super, étroit entre, le phrasé parlé, le débit parlé et l'art du chant, en fait. Et donc en fait, ce qui me marque, moi, à chaque fois, c'est la voix parlée des gens en sortant d'un cours de chant. C'est-à-dire une voix qui est beaucoup plus grave, souvent, Ah ouais? beaucoup moins au perché, beaucoup plus forte, mais avec moins d'effort. Ok. Voilà. Plus posé, peut-être? C'est ça, c'est-à-dire plus puissante, mais avec un moindre effort, D'accord. clairement. Et puis, ce qu'on appelle une circulation du son et du souffle beaucoup plus naturelle. Et donc ça, c'est très agréable à recevoir, quoi. Et justement, ça rebondit très bien sur la prochaine question. Est-ce que travailler sa voix, c'est quelque chose qui est long-termiste, on va dire ça comme ça, enfin, de longue haleine en fait, où on peut avoir des résultats assez rapidement en venant te voir pour 2, 3, 4, 5 cours? En fait, les deux. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de ce qu'on rencontre sur le chemin, parce qu'il n'y a pas de protocole, bon évidemment on a des techniques pédagogiques, mais suivant les personnes, comme on travaille avec de l'humain et des humains Ouais. et des humaines, et ben en fait, suivant ce qu'on rencontre, on ne sait pas vraiment, je dis souvent: «Ça peut prendre le temps qu'il faut». En revanche, à chaque étape, heu, on ouvre certaines portes, et donc et ben 5 cours, c'est déjà 5 cours. Souvent, ce qui se produit, c'est qu'on ouvre une porte et on a envie d'aller voir derrière, et il y en a 5 autres. Donc voilà, mais de toute façon, chaque chose qu'on apprend pour, poser et libérer sa voix, en fait, ça apaise aussi, notre rapport, à la communication, en général, quoi. Donc voilà, tout est bon à prendre. Merci Juliette, en tout Merci cas, beaucoup, c'était super Juliette. cool d'avoir sur ce plateau. Merci à vous. Merci. Alors Annie, qu'est-ce que tu en as pensé de cette intervention et en quoi on peut rebondir sur nous, nos métiers? Moi, là, je trouve que c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de théâtre comme Juliette et souvent, la voix, c'est un vrai problème. Je sais pas si toi, tu le constates aussi en média training, mais en prise de parole en public. Moi, je vois bien, il y a des gens, ils finissent par être à l'aise, mais ils n'arrivent pas à ce qu'on les entende. Je dis toujours parler pour ceux qui sont au fond de la salle. Donc, c'est des compétences, mais très, très intéressantes. Moi, de mon côté, c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins difficile puisqu'on a un micro et Oui. donc on peut augmenter le volume. Donc nous, on demande justement de ne pas crier et de ne pas forcer pour pas faire du théâtre parce qu'en vidéo, c'est moins impactant. Mais par contre, c'est vrai que sur le côté voix, ça va être plutôt de parler du ventre pour Oui. avoir une voix Oui. grave, puissante et finalement d'être plus impactant devant la caméra puisqu'il faut mettre un peu plus d'engagement. C'est toujours ça la même chose, c'est l'engagement on insiste et tout la le temps voix fait toujours sur la l'engagement. différence. Alors, Christelle Gouty-Bottier est diplômée de l'école d'expression de consulting à Lyon et fondatrice de Christelle Coach en Images. Elle exerce ce métier depuis plus de 10 ans et 30 années dans la coiffure ont enrichi son expertise dans la mode et le bien-être. Aujourd'hui, elle a à cœur de mettre en lumière les personnes qu'elle accompagne et de les aider dans leur développement personnel et professionnel. Est-ce que tu peux expliquer en quoi consiste exactement ton métier de coach en images?
Alors, le conseil en image n'est pas que, une histoire de vêtements, de choix de vêtements. C'est surtout accompagner les personnes à les révéler et à être, en accord avec, l'intérieur et l'extérieur, je dirais. D'accord. Est-ce que je suis bien habillé? Ça, je ne me permettrai pas de juger. Ça se fait pas dans le jugement, en tout cas. Donc ça permet aux gens de gagner confiance en eux, d'avoir plus d'assurance et ça se passe en plusieurs phases, hein, puisque je travaille, la colorimétrie, donc c'est porter les couleurs qui nous sient au teint, la morphologie, la définition de style, le maquillage, la coiffure, le tri d'un dressing et l'accompagnement shopping. Donc ça veut dire que c'est une offre, extrêmement globale, Complète, oui, oui, c'est ça. d'accord, tu es Parce que ça compétente sur permet tous ces domaines-là, c'est ça. Alors moi, puisque je te connais Christelle, je t'ai déjà entendu dire: «On est vu avant d'être entendu». Oui. J'adore cette phrase et est-ce que tu peux, nous dire, toi, ce que tu veux dire derrière ça? On est vu avant d'être entendu. Alors c'est vrai que c'est une phrase que j'utilise souvent parce qu'en fait, on est vu avant d'être entendu. Je trouve que ça dit tout. C'est avant même d'avoir ouvert la bouche, on a déjà, une image qui apparaît et en fonction de ce qu'on va renvoyer, ça va donner quelque chose de positif ou non. Quand on est aligné entre les vêtements que l'on va porter, dans ses couleurs, dans son style, je dirais on a plus d'assurance donc forcément on va, dégager quelque chose de plus naturel ou en tout cas de plus juste, hein, et donc du coup ça va permettre à la personne d'être plus à l'aise, notamment en prise de parole. Alors, moi, mon expertise, c'est la vidéo, forcément. Et face à la caméra, quand on a une interview à faire ou une prise de parole, est-ce qu'il y a des couleurs à éviter ou des erreurs, en tout cas, à ne pas faire? Des erreurs, je dirais non parce que, ça va dépendre aussi du style. Si une personne a un style très marqué, on va pas lui demander de se mettre en noir et blanc. Elle Mmh. va paraître toute triste, voilà. Par contre, il y a des couleurs effectivement à éviter, les rayures parce que ça va ou des motifs un Oui, petit ça peu va trop forts, strier, ouais. ça va Mmh. faire, ça va avoir des effets indésirables, au niveau de l'écran. Après je dirais la personne en fonction de ce qu'elle veut renvoyer, enfin voilà, hein, aujourd'hui, je me suis dit: «Je vais pas me mettre en blanc, je vais pas me mettre en bleu», j'étais un peu gênée par rapport à ça, même si ça fait partie de ma colorimétrie, mais je voulais dégager quelque chose qui me ressemble quoi, surtout et qui rende lumineux. Donc c'est le choix des couleurs, le choix des vestes, de la structure par rapport au style et puis, voilà, ça va dégager quelque chose de positif. Bah, psychologiquement, en plus, on est plus en phase, Mais oui, parce j'imagine. qu'on gagne en Mmh. confiance forcément, Mmh. c'est je dirais presque comme un vêtement qu'on enfile et on va gagner en confiance donc on a Puis nous, on plus travaille d'assurance. beaucoup sur la confiance, dans nos métiers Ouais, Mmh. plus et c'est vrai que cet d'assurance. aspect-là, il est, fondamental, hein. Ah oui. Mmh. Et Ouais. justement, est-ce que tu as des exemples, marquantes, en fait, de personnes que tu as accompagnées, des anecdotes par rapport à ça, des transformations? On voit souvent Alors, des émissions coach de oui, alors il faut faire la différence entre le conseil en image et le relooking. Le relooking, en fait, c'est quelque chose, quelqu'un va venir me voir en me disant: «Oh là, je ne sais plus comment m'habiller, je voudrais quelque chose de différent». Bon, c'est mon ressenti. Donc là, la personne va être déguisée comme moi je vais ressentir, mmh. comme je vois la personne. L'accompagnement, c'est plus profond en fait, parce que c'est un vrai travail, on travaille tout ensemble et là justement dans les exemples, j'ai l'exemple d'une dame qui est venue me voir, une professionnelle qui, a beaucoup minci, suite à des problèmes de santé et qui se retrouvait plus du tout, elle savait plus quoi prendre dans sa garde-robe pour se sentir bien. Donc je l'ai accompagnée sur, la colorimétrie, la définition de style. On a fait un shopping, tri de dressing et en fait, quand son mari est rentré, il a trouvé ça tellement fort et puis de voir le dressing rangé, il a dit, Ah, je peux le comprendre. «Moi aussi, je veux que Christelle m'accompagne» et lui, étant professionnel et élu, il était toujours en train de jongler, repasser chez lui, enfiler une veste, pas mettre de veste et tout et donc on a travaillé, et ajusté tout ça et ils sont tous les 2 très, très heureux parce que moi, je les ai vus évoluer, je vois toujours les gens évoluer. Le plus beau cadeau qu'ils me font, c'est le regard qu'ils ont dans le miroir, quand je le vois évoluer, enfin, le regard de départ, quand ils se voient avec, leurs complexes, et cetera et le regard final, il y a toujours, enfin, une étincelle, je trouve que c'est beau. Ouais, Ouais, c'est bah, gratifiant et puis je me Oui. disais aussi finalement, tu vois, on peut avoir tendance peut-être à penser que tu accompagnes surtout les femmes
Et finalement, là, tu Il y a parles. aussi des hommes, Voilà. oui. C'est vrai qu'il y a plus de femmes qui me sollicitent, mais là, enfin, l'exemple là, c'est vrai que quand il a vu le changement de sa femme, se mettre en valeur, le dressing, les nouveautés dans le dressing, ben, il s'est dit, mais en fait, voilà, en fait, lui, en plus, il portait des vêtements trop grands. D'accord. Donc, Ah oui, ok. ben, ça change aussi une silhouette Bien quand sûr. on est dans des vêtements qui ne sont pas notre taille. Trop grands, trop petits. Et c'est une véritable expertise. Ah et oui, ça, ouais, qui est ça, c'est super sûr. intéressante, Ouais. puis qui confirme tout ce qu'on fait autour, en C'est ça. aisance, en confiance, ça en fait partie vraiment. Ah oui, oui, on se Vraiment. révèle, je révèle la personne, et elle gagne en confiance, Oui. en crédibilité, donc voilà, Et en impact. et en impact. Bah, merci en tout cas, Christelle, c'était Merci super beaucoup, intéressant. Christelle. Merci à vous. Est-ce que toi, Victor, tu as déjà fait appel ou est-ce que tu ferais appel à un ou une coach en image? Bah, moi, j'ai quelqu'un à la maison qui prend soin de, D'accord. de mes vêtements. J'avouerais que c'était pas trop mon truc avant, en fait, les vêtements, mais je me suis rendu compte que très rapidement, en tout cas devant la caméra, c'était très impactant, Bien en sûr, fait. mais bien sûr. Et tout simplement, le choix des vêtements, le choix de ce que je voulais renvoyer en image de marque, parce qu'on parle souvent de ça, bah, c'était super impactant et on voyait la différence quand j'étais pas soigné, etc. Mais vraiment, c'est super important. Ah non, mais c'est super important. On y Ouais. croit Mm. absolument. Et toi, Annie, du coup, tu as fait appel à... Alors oui, moi j'ai fait appel assez récemment. Bon, j'avais l'impression d'avoir quand même mon style, etc. Et je me suis rendu compte, alors étonnamment, moi je portais parfois du rose et j'avais l'impression que ça me donnait bonne mine, mais pas du tout, ça ne me va pas. La coach me l'a dit, c'est une couleur froide. Non, j'ai appris plein de choses. Vraiment, j'ai adoré. Et puis je mets en pratique de plus en plus. Maintenant, quand j'achète quelque chose, je choisis différemment. Non, c'est nouveau métier, super métier. Karen Perche est coach du concept neurodynamique. Elle utilise la dynamique du cerveau pour aider ses clients à sortir du mode survie et finalement à retrouver leur impact afin de réussir sans s'épuiser ni se sacrifier. Après 25 ans passés en agence de communication, Glenn est aujourd'hui consultant en stratégie de communication. Il accompagne les entrepreneurs, les dirigeants dans la construction de leur ADN de marque, mais aussi dans la structuration de leur discours. Pour cela, Glenn utilise les sciences comportementales et le neuromarketing dans ses coachings. Donc bonjour Karen et bonjour Glenn. Bonjour. Merci d'être Bonjour. présent Merci. sur vos expertises qui se rejoignent. Et donc on va commencer Karen, moi j'avais une question à te poser qui est assez globale. Je voudrais savoir comment le cerveau il peut améliorer la prise de parole en public ou devant une caméra. Comment notre cerveau on peut s'en servir pour que ce soit mieux, que ça fonctionne mieux. Alors, comment on peut faire? Déjà, il faut savoir que notre cerveau a tendance à se mettre en mode protection. Et donc, il va aller regarder, quand il va notamment prendre la parole en public, il va aller regarder si c'est en sécurité ou pas. Et si ce n'est pas le cas, du coup, il risque de se mettre en mode stress. Et d'où l'importance de se préparer, comme on a pu le voir aussi avec les autres experts dans leur domaine, où il y a de la préparation qui est faite pour que le cerveau puisse se sentir en sécurité et faire une bonne prise de parole en public. Et justement, Glenn, il y a différents phénomènes qui rentrent en jeu. Quels sont-ils? Eh ben, très simplement, en fait, la situation en fait, de prise de parole en public, pour le cerveau, il ne fait pas trop la différence et pour lui, c'est un peu tu vas mourir. Donc, il active c'est l'amygdale qui vient activer le stress, génération de cortisol, sueur, main moite, etc. Pour te dire, tu es en danger. Ah, là, c'est moi. Et pour une raison simple, c'est que chez nos ancêtres, en fait, le fait d'être jugé était parfois synonyme d'exclusion sociale et ça, c'était parfois synonyme de mort, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de peur finalement sur la prise de parole. C'est quasiment la deuxième. C'est la deuxième, on Ouais. l'avait dit en introduction Ouais, c'est d'ailleurs ça, de ce la podcast. deuxième. Oui. Après la mort. Selon toi, c'est... Bah, je crois que c'est assez simple, ouais, parce que c'est le moment crucial où tu as l'impression d'être jugé parce que tu es en face de plein de gens, souvent que tu connais pas. Tu pas peur de parler quand tu es en famille ou quand tu es avec tes amis en général. Mais le fait d'être jugé pour ce que tu es finalement, de pas être à la hauteur de ce que tu es en train d'incarner, bah, ça te met dans tous tes états. Ouais. Et alors, Karen, qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous apprendre sur la façon dont on gère, tu vois, cette peur qui est presque aussi forte que la peur de mourir? Comment on peut gérer le stress, les émotions dans cette prise de parole, alors toujours que ce soit devant une caméra ou devant un auditoire, on s'en fiche, c'est la Ouais. même.
Et bien du coup, comme le dit Glenn, en fait, il va falloir aller calmer, cette fameuse amygdale qui s'est mise en alerte et il va falloir aller gérer son trac et apaiser le système nerveux central pour pouvoir, faire, une meilleure gestion de ses émotions avant de prendre la parole en public. Et donc on peut avoir, différentes méthodes, hein, qui se mettent en place, comme on l'a vu, que ça soit la respiration qui va aider à calmer le système nerveux central. Moi j'utilise par exemple le neurofeedback dynamique qui peut aider aussi à la gestion du stress et des émotions. Donc il y a différentes méthodes comme ça qui vont être, très impactantes pour pouvoir, calmer, l'amygdale. Et est-ce qu'on est tous égaux par rapport à ça? Puisque c'est vrai qu'on parle souvent de justement de neurosciences. J'imagine qu'on n'est pas tous égaux. Il y en a qui vont être stressés plus que d'autres, etc. En Alors termes tout de... à fait, ça va être le cas puisqu'en fait, il y a certaines personnes qui vont, tout simplement avoir, eu des expériences extrêmement positives, dans la prise de parole en public ou autre et qui vont avoir engrangé dans leur cerveau ces bonnes expériences et leur permettre d'avoir une meilleure confiance en eux quand ils vont prendre la parole en public. Ça va être aussi des histoires de croyances qui vont être mises en place aussi bien dans l'éducation ou, au niveau sociétal, qui peuvent aussi altérer leur prise de parole en public. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et Glenn, par rapport à ça, les dirigeants sont toujours amenés à prendre la parole. Est-ce que ça peut poser des problèmes, justement? En tant qu'entrepreneur, ouais, je trouve que tu as une charge plus importante parce que tu incarnes plus de choses que le marathonien qui vient de finir sa performance et à qui on demande comment ça s'est passé. Il sera sur son sujet alors que l'entrepreneur, il incarne plus de choses, quoi. Il parle au nom de ses collaborateurs, de ses salariés, parfois même de ses clients. C'est-à-dire il peut avoir une vision à partager et on demande de plus en plus aux entreprises d'avoir une vision à partager. Mmh. Et donc à ce titre, je trouve que ça peut créer une vraie dissonance cognitive si tu es pas aligné, voilà, avec, ce que tu as envie de partager avec les gens, quoi. Et en plus, on partage de plus en plus de contenu, que ça soit sur la prise de parole classique, publique, mais aussi devant la caméra, et Instagram, une story, etc. On est toujours en fait en représentation Se montre tout le temps, oui. en permanence et ça peut justement, à un moment donné, Toi, tu dis si nourrir. on n'est pas Ouais, suffisamment c'est aligné, ça. ça va être plus compliqué. C'est ça? C'est De tenir. archi certain, et je pense que tous les intervenants vous le diront, la confiance en ce que tu racontes, c'est la base de l'éloquence, je pense. C'est incarner vraiment ce que tu penses. Et puis, tu sais, il y a ce truc quand il y a quelqu'un en face de toi et que tu as envie de dire je le sens pas, lui. Ouais. Bah, ça, c'est typiquement c'est ton empathie. En fait, c'est tes neurones miroirs qui vont chercher la dissonance cognitive chez l'autre et qui disent non, il y a quelque chose qui n'est pas aligné là en On lui. ne peut pas mentir. On peut, les acteurs sont payés pour ça. D'ailleurs, les acteurs à une époque n'avaient pas le droit d'être jury, par exemple. Les comédiens n'avaient pas le droit d'être jury parce qu'on pensait qu'ils mentaient trop bien, quoi. D'accord. Et ben moi, par rapport à ça, je me posais la question, Karen, est-ce que du coup, on peut entraîner son cerveau? Tout Tu à vois? fait. À mentir? Non, c'est... Ouais. Alors, pas à mentir, mais On peut l'entraîner. là, on a parlé d'alignement, j'ai bien compris, mais tu vois, ce cerveau, est-ce qu'on peut l'entraîner à être plus performant, à être moins Oui, tout à anxieux? Je fait. sais pas. Alors déjà en neurosciences, il y a eu la découverte de la plasticité cérébrale, donc qui montre qu'en fait que le cerveau était en capacité de se réguler, etc. Et donc du coup, on peut s'entraîner et créer des nouveaux chemins neuronaux. Donc ce qui fait que vraiment, si on donne une action consciente, par exemple, si on s'efforce de vraiment prendre confiance en soi, en travaillant, en entraînant son cerveau par différentes méthodes, on va pouvoir recréer des chemins neuronaux et nous permettre d'avoir ce dont on souhaite, par exemple, avoir une belle prise de parole en public avec des nouveaux chemins. Il y a des limites quand même. À la plasticité, non? Non, il n'y a pas de limite. Ok. Et puis, il n'y a pas Aucune si limite, c'est longtemps ça qui est fabuleux. il y a pas, excuse-moi, je t'ai coupé, il n'y a pas si longtemps qu'on parle de ça. Avant, on disait, en fait, ton cerveau, Oui, on pensait qu'en fait, plus tu Qui- vieillissais, c'était pas de chance, voilà, qui bougeait plus. Ouais. qu'il bougeait plus. Alors qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, si, ça a été bel et bien prouvé. C'est une superbe découverte, puisqu'en fait, on peut faire plein de choses. C'est une Donc, super nouvelle. Il faut vous mettre à la prise de parole et notamment faire appel à Annie Reynaud ou Ou Victor à Victor Boisson. Boisson. Et est-ce qu'alors, tous les deux, vous auriez qu'est-ce que vous auriez comme conseil? Est-ce qu'il faut instaurer des Des tips, routines? Est-ce qu'il ouais. faut s'entraîner? Prendre une douche froide, par exemple, le matin. Ouais, je connais pas moi la portée de ça, la douche froide. Mais je rebondis sur ce que dit Karen. Le cerveau, il marche énormément à l'association d'idées. Et donc la répétition, la récurrence et la projection se créent des images mentales et des associations. Ton cerveau, il n'est pas capable de faire la différence entre la fiction et la réalité. Donc plus tu vas lui répéter quelque chose, plus il va y croire. Et donc il y a un peu ce principe de si je veux, je peux. On sait que c'est pas tout à fait vrai, mais pour ton cerveau, ça peut apparaître très vrai. Et donc, répéter, ça serait ton tips. À répéter, c'est toujours une excellente pratique parce que ça renforce les connexions neuronales. Et pour toi, Karen?
Il y a la cohérence cardiaque, qui est très importante, je trouve qu'il est un outil fabuleux parce qu'il est gratuit. Il est toujours, entre guillemets, moi j'aime bien dire ça à mes clients, toujours dans ta poche. Donc, Ouais, ton moi cœur. j'ai fait de la prise de parole aussi en public, en conférence et autres, et je trouve que c'est bien pratique de se mettre à la cohérence cardiaque pour apaiser son système nerveux central quand le besoin se fait sentir, quoi. Donc ça, c'est un outil pratique. Ok. Peut-être d'autres choses, d'autres routines, d'être régulier peut-être sur cet entraînement du cerveau, c'est-à-dire pas le faire en week-end à fond et puis après ne plus y penser. Ah oui, non. Ouais, le cerveau adore les habitudes, donc il a besoin qu'on le fasse de manière répétée, comme le disait Glenn en fait, hein. C'est la répétition qui compte. Donc c'est très important pour renforcer ces connexions neuronales et faire en sorte qu'elles soient durables. Et dormir peut-être? Ouais, le sommeil, de toute façon, le L'alimentation. sommeil, c'est hyper important dans plein de domaines de ta vie. C'est peut-être un des plus importants même. Ouais. On en Dormir parle correctement. beaucoup, oui, dormir correctement, faire des répétitions. À un moment donné, il faut se dégager du temps, c'est toujours le sujet du moment. Dégager du temps, faire Ouais. diminuer le stress, beaucoup de... Mais en tout cas, merci à vous deux Merci. Merci, pour merci cette beaucoup. intervention, c'est super intéressant. On pourrait parler encore des heures parce que Ah, c'est quand même- passionnant. Ouais, c'est passionnant. Passionnant. Aujourd'hui, on cherche toujours un petit peu à comprendre Mm. nos peurs, à comprendre nos doutes, etc. C'est humain, en fait, finalement. Et les neurosciences font partie de Ah oui, oui, oui. l'apprentissage qui peut Bien sûr. développer des trucs. Puis je trouve ça tellement rassurant, tu vois, le discours qu'ils ont eu tous les deux, puis ce qu'on Ouais. entend aussi ailleurs sur les neurosciences, c'est de se dire les choses sont pas figées. On a une action. Longtemps, on Ouais, c'est pensait vrai. qu'on avait une action sur notre corps par le sport, mais en fait, de savoir qu'on a aussi une action sur nos pensées, sur notre cerveau, mais c'est fabuleux, ça ouvre des portes incroyables. Et dans nos métiers, Dans nos métiers, ouais. c'est génial. Donc, nous accueillons maintenant Mélanie Séguro et Pierrick Roinson. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Mélanie, tu veux bien commencer? Oui. J'accompagne les entreprises sur la partie gestion financière, notamment dans le BTP. Je travaille les chiffres pour les mettre au service des actes et je travaille notamment à aider les dirigeants à gagner en visibilité et à améliorer leur rentabilité. D'accord, merci. Et toi, Pierrick? Donc moi, je suis formateur dans le domaine du transport de voyageurs. Donc je forme le personnel en assistance des personnes à mobilité réduite, tant sur la partie aérienne, terrestre et maintenant maritime, Donc, tu voyages tout le temps. presque. C'est trop bien. Alors finalement, la grande question que tout le monde se pose, qu'est-ce que viennent faire Pierrick et Mélanie sur ce plateau? Alors, moi, je les connais tous les deux. Je sais que Mélanie a été une de tes clientes pour passer devant la caméra. Il me Media semble que training, c'est en oui. média training. Exactement. Et que ça avait été fort intéressant. Et Pierrick est un de mes anciens clients. Et il a eu la gentillesse de venir témoigner de ce que lui, d'abord pourquoi il avait choisi d'avoir un coaching et ce que ça lui a apporté. Et quels étaient tes blocages pour faire cet accompagnement, en fait, finalement, de venir en média training? Bah, ta question elle est intéressante parce que finalement, c'est les mêmes choses que je ressens aujourd'hui. Donc les mains moites, d'être mal à l'aise devant la caméra, devant les gens, rougir aussi. À la différence près que depuis que j'ai travaillé avec toi, c'est plus des blocages, c'est plus des peurs, j'arrive à les affronter. Et je pense qu'en fait, tout ça, ça se construit autour de la peur de mal faire, la peur d'être ridicule, la peur du regard des gens, la peur du jugement aussi. Et tout ça, ça nous enferme. Et on se crée une prison finalement autour de la parole. Parce que s'exprimer, bien s'exprimer, c'est transcrire le monde qu'on a à l'intérieur de nous. Et finalement, c'est s'ouvrir aux gens. Le perfectionnisme. Tu dois être perfectionniste, c'est surtout ça. Et toi, Pierrick, du coup, par Donc rapport à ça? moi, j'avais demandé à Annie de pouvoir m'accompagner parce que je reprenais un centre de formation. Donc j'avais suivi une formation de formateur, mais j'avais besoin de ce côté éloquence, prise de parole en public, chose que j'avais jamais faite auparavant. Donc là, j'ai été suivi avec toute la bienveillance qu'on connaît à Annie et Merci. le professionnalisme. Rougir, attention. Le professionnalisme également. Donc j'ai pu travailler toutes ces choses-là avec Annie sur l'ancrage, sur le sourire que j'avais déjà, mais sur ce côté où pour être convaincant, il faut être convaincu. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure sur la partie routine, c'est-à-dire toujours refaire, comme des gammes, refaire ces gammes tout au long de la formation. Et c'est comme ça que j'ai pris en aisance aussi, et grâce aussi à Annie par rapport à tout ce qu'elle a pu m'enseigner également, tant sur la rhétorique que la pratique, avec des mises en pratique et situations par rapport à des textes, par rapport à des arrêts sur texte, par rapport à différentes choses qui m'ont permis aussi de prendre confiance en moi quant à la prise de parole.
Et Mélanie, par rapport à tout ce qui s'est dit, quand est-ce que tu t'es dit: «OK, je viens de progresser»? Est-ce que ça a été, immédiat ou plutôt à l'inverse, 2 mois après, 6 mois après, 1 an? Enfin, je sais pas. Bah, je pense que le média training, c'est avant tout des graines qu'on plante et qui poussent sur du long terme. C'est pas de la magie, on ne devient pas un roi de l'éloquence en quelques cours de média training. Mais ce qui m'a surtout fait savoir que j'avais progressé finalement, c'est le retour des gens. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je suis amenée à pitcher très souvent dans des business clubs, etc. Et du coup, il y a des gens qui ont vu mon évolution et qui ont marqué le fait qu'il y a eu un avant-après Skiveo. Et voilà, c'est ça. Et puis dans mon deuxième business avec mes 2 associés, ce qui m'a vraiment fait dire que j'avais level up, c'est que bien parler, ça nous a permis de lever des fonds. Donc on est sur un retour sur investissement, Mmh. on peut pas faire mieux. Justement, tu disais, assez régulièrement que c'est assez rapide, en fait. On n'a pas, bien évidemment, travaillé profond, mais en 2 heures de temps de coaching, en tout cas, c'est pour ma part, c'est 2 heures, tu as réussi à prendre toutes ces graines et à les planter assez rapidement et ça a quand même fait évoluer, un avant-après assez rapide, sur ça, non? Bah, ce qui aide, c'est que tu vas droit à l'essentiel. Donc il a fallu à peine 5 minutes pour que tu me démontes et que tu me fasses comprendre ce qui allait pas dans ma prise de parole. Et donc ça m'a permis de prendre du recul très vite et de rentrer dans le dur en fait. Parce que quand on met les masques, on fait les masques, et bah, tout de suite on peut rentrer dans le cœur du sujet et avancer vraiment. Et du coup on a pu travailler sur structurer son discours, l'intonation, travailler sa voix aussi, Mmh. apprendre à gérer le stress. Enfin voilà, tout ce qui fait que finalement ça sert pour la vidéo, le média training, mais aussi au quotidien quand on est entrepreneur. Toi, Pierrick, est-ce que ça a changé les choses dans ta vie pro? Et concrètement, tu vois, tu as parlé un peu de quand tu étais formateur. Enfin, tu es formateur maintenant. Moi, je me souviens que le sourire, on avait quand même travaillé Mmh. ça, parce que tu es quelqu'un de souriant dans la vie, mais tu l'étais beaucoup moins devant ton groupe. Et je me souviens aussi qu'on avait beaucoup travaillé la reformulation, parce que tu étais sur du descendant. Et en fait, c'était la prise en compte de ton auditoire quand tu étais dans le Morbihan. Je me souviens bien de ça. Voilà, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Par rapport à ça, bon, moi, j'ai pris en compte tout ce que tu m'as dit par rapport à la prise de parole. Notamment, là, en l'espace de 3 mois et demi, j'ai fait 45 formations. Donc, ça m'a permis aussi de faire de la réflexive aussi par rapport aux prises de parole. Et la meilleure des récompenses, c'est au niveau des questionnaires de satisfaction. C'est de savoir où on en est et ce qu'on va dire, nos apprenants pensent de nous aussi. Donc là, le questionnaire est probant et je te remercie aussi par rapport à cette écoute et ce coaching au niveau de la prise de parole en public. Bah, justement, ça me fait rebondir sur cette dernière question. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Mélanie, aux gens qui ont peur de passer, qui n'ont pas envie de venir en média training ou en prise de parole, hein? Finalement, ça reste, la même, Bah, je leur dirais plusieurs choses. La première, c'est que le fond, c'est important, mais la forme, ça permet de faire passer le fond. Et donc pour ça, bah, il faut travailler et pour travailler, il faut se faire accompagner. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le business, ne pas être vu, c'est ne pas exister. Donc faire des vidéos, apprendre à parler, c'est primordial. La troisième chose, c'est que, et ça je suis sûre de ça, c'est que quand quelqu'un nous fait le cadeau de nous donner un petit peu de son attention, que ce soit dans la vraie vie, dans une vidéo ou à l'écrit, on a le devoir, on a la responsabilité de soit le nourrir, donc lui apprendre quelque chose, soit l'émouvoir, soit le faire sourire, ou encore mieux le faire rire. Et pour réussir à faire tout ça, il faut des outils, et c'est les mêmes outils qu'on travaille en média training. Donc comme je disais tout à l'heure, la posture, la voix, le stress, etc. Et là je vais parler comme une financière que je suis, mettre des sous dans un accompagnement ou dans du média training, c'est pas une charge, c'est un investissement. Et pour le coup, le retour sur investissement, il est formidable et il est pérenne. Bah, merci en tout cas, Mélanie, ça fait chaud au cœur quand même, malgré tout. Et peut-être toi, pareil également, la même question. Qu'est-ce que tu dis à tous ceux qui hésitent, finalement? Moi, ce que je dis à tous ceux qui hésitent par rapport au fait de faire un coaching, c'est surtout de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on est tous habitués au quotidien à être dans sa zone de confort. Et à partir du moment où on va sortir de sa zone de confort, donc là, oui, on va transpirer, on va mouiller un peu la chemise. Mais après, ce que je dis à chaque fois également, c'est que le jeu en vaut la chandelle. C'est-à-dire que d'où on est parti et où on va, quand on regarde ensuite, on se dit oui, ça valait le coup. Et comme dit Mélanie, sur le côté
de savoir investir. Là, c'est vraiment investir sur soi. En fait, c'est investir pour pouvoir être plus performant par la suite et faire des choses auxquelles on n'y aurait même pas pensé. Bah, en tout cas, merci à vous deux, ça Ah, nous merci fait beaucoup. grand plaisir. Merci. Et puis, Merci à vous aussi. du coup, ça fait chaud au cœur. C'est Ah oui, vraiment, mais de toute façon, on sait pourquoi on travaille quand on entend, quand on voit que nos clients sont très satisfaits. Ah ouais, c'est vraiment sur ça. Et moi, c'est toujours une excellente découverte, le média training, puisque en fait, on rentre un peu dans la zone de non-confort Exactement. finalement de nos clients. Et après, derrière, bah, ça fait des formidables expériences, et que ce soit pour Mélanie ou d'autres d'ailleurs, c'est toujours super satisfaisant quand on croit en ce qu'on fait et qu'on arrive à donner un petit peu de ces graines pour planter et pour justement faire une belle aventure derrière comme ça, quoi. Ah, moi, je ressens la même chose. C'est vrai que moi, je reste en contact avec mes clients et quand Ah ils oui, c'est disent, vrai aussi. bah, ça, voilà, il n'y a pas longtemps, une cliente qui s'est mise à l'impro alors qu'elle osait à peine parler à ses voisins. Enfin, ou des gens qui pitchent, beaucoup d'entrepreneurs, des conférences où finalement, bah, les gens sont différents, sont plus à l'aise, puis ils commencent surtout à y prendre du plaisir. Et Ouais. ça, c'est extra, vraiment. Valérie Belot, notre prochaine invitée, est hypnothérapeute. Elle est coach et elle est ancienne directrice commerciale. Elle a eu plusieurs vies. Valérie, elle accompagne aujourd'hui les femmes dans leur développement personnel et professionnel avec un objectif clair: les aider à s'affirmer et à prendre leur place. Tout un programme, hein. Ah oui. Pour cela, elle utilise l'hypnose comme outil de transformation. Ça permet de lever les blocages liés à l'estime de soi, à la légitimité et à la peur du jugement. Alors Valérie, quel type de technique hypnotique utilises-tu pour travailler sur les peurs de la prise de parole en public ou devant la caméra? Alors, il y a plusieurs techniques, effectivement, en hypnose que j'utilise en cabinet quand les personnes viennent me voir pour des problématiques comme celle-ci. On peut utiliser tout simplement, je dirais, la visualisation, donc la visualisation sous hypnose. C'est vraiment t'imaginer, en fait, en train de réaliser cette prise de parole ou sur scène ou derrière une caméra. Et comme le cerveau est vraiment bien fait, il ne fera pas la différence, en fait, entre ce qui a été vécu ou imaginé. Pour lui, tout est pareil. Donc, quand tu l'as déjà fait sous hypnose en visualisation, ton cerveau pense que tu l'as déjà vraiment réalisé. Donc, le jour où tu vas vraiment le faire, il va être beaucoup plus zen parce qu'il sait qu'il a déjà fait et que tout s'est bien passé. Donc Et ça marche à chaque fois? c'est très, très puissant, ouais. Ok. Donc ça, c'est une des techniques qu'on peut utiliser, mais on peut aussi utiliser de l'ancrage kinesthésique. Donc là, c'est quand on va faire un ancrage positif avec quelqu'un et on va l'ancrer quelque part. Par exemple, la personne, elle va appuyer là et on va ancrer quelque chose de positif. Et quand elle en aura besoin, au moment de prendre la parole, en fait, elle va faire ça. Et hop, toutes les émotions qu'on aura ancrées de positif, de confiance en soi, voilà, vont revenir à ce moment-là. C'est un peu la même chose qu'on a un griri ou un Exactement. rituel Ouais. avant de prendre Ouais, c'est la ça. parole pour le théâtre, par exemple, ou Ouais, des choses comme ça? exactement. Ok. Et est-ce que tu combines l'hypnose avec d'autres approches comme la PNL, la respiration ou bien d'autres techniques, hein, bien Oui, évidemment? j'utilise des techniques de PNL, entre autres aussi pour que les personnes aillent chercher en fait les raisons pour lesquelles elles ont envie de faire ça. On utilise entre autres les niveaux logiques, où on va vraiment aller chercher les raisons pour lesquelles prendre la parole en public ou toi derrière la caméra, c'est important pour elles en fait. Qu'est-ce qui fait que dans ses valeurs, qu'est-ce qui fait que c'est plus fort et que ça va l'aider à dépasser sa peur quand elle va se rendre compte en fait de tout ce package en fait qui est vraiment plus fort pour elle. Donc ça c'est hyper intéressant à faire en technique de PNL et ensuite je peux le travailler sous hypnose une fois que j'ai fait la technique de manière consciente en PNL. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est la PNL? Parce que c'est vrai qu'on Ah, la parle. PNL, donc ce n'est pas un groupe de musique. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. C'est fortement lié à l'hypnose, puisque en PNL, on a observé en fait plusieurs personnes, hein, au moins 3 ou 4 praticiens, et entre autres Milton Erickson, qui est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne. Donc ce sont vraiment 2 disciplines qui sont très très liées. Il y a des techniques de PNL et d'hypnose qui se recoupent souvent, mais qu'on va pratiquer forcément de manière un peu différente.
Et donc, selon toi, est-ce que, puisque tu as des clients qui ont peur de parler en public devant une caméra, etc., est-ce que ça peut être lié à un événement précis pour toi? C'est quelque chose que tu as constaté? Ou Alors, c'est plus diffus? les deux. En fait, parfois, effectivement, c'est lié à un événement précis. Alors souvent, c'est dans l'enfance, souvent c'est à l'école, c'est des prises de parole ou parce qu'on a cette injonction hein, à l'école, il faut participer, il faut lever la main, il faut passer devant tout le monde. Et parfois, ça crée des traumatismes vraiment très violents en fait, Ouais. chez des personnes. J'ai accompagné une professionnelle il n'y a pas longtemps sur ce sujet. Et donc là, je vais utiliser une technique qui s'appelle le THA. C'est un peu comme le MDR, sauf qu'au lieu de faire avec les yeux, nous on va faire avec des tapotements. Et donc là, on va traiter le traumatisme pour que ça ait plus d'effet en fait aujourd'hui émotionnellement sur elle. Et puis parfois, c'est pas aussi simple que ça, c'est un peu plus diffus et on va aller traiter la confiance en soi, l'estime de soi, avant que la personne se sente vraiment capable effectivement là de prendre la parole en public. La peur, elle a été cristallisée en fait, le cerveau a cristallisé sur ça. Alors ça peut être une phobie, voilà, pour d'autres c'est la peur de parler en public, mais du coup effectivement on va aller traiter un petit peu plus en profondeur pour que la personne puisse arriver à son objectif. Et en nombre de séances, en nombre de... C'est quoi, si on veut te voir demain, comment ça se passe? Alors là par exemple récemment j'ai accompagné des étudiants sur Ok. des oraux. Donc c'est une vraie prise de parole Ouais. là. Là en général en 2 séances ça fonctionne plutôt bien parce que leur cerveau il a pas encore trop de blocage et voilà donc ça Plus on est marche. vieux, alors plus on est vieux, plus on a... Plus tu as de vécu en fait. Ouais, plus t'as de À vécu. 20 ans, il y a des Ok. gens qui ont des vécus plus importants que des Oui, personnes de c'est sûr. 40 ans, mais Ouais. voilà, en général, à 15-16 ans, ton vécu, il est un peu moindre, tu as un peu moins de blocage en tout cas, donc, et ils sont très, très réceptifs, ils parlent facilement en état d'hypnose, donc voilà. Sinon, en fonction des personnes, oui, ça peut être 3, 4, 5 séances. Ça va dépendre un petit peu des blocages conscients ou inconscients qui sont là et depuis quand ils sont là, quoi. D'accord. Moi, j'ajouterais aussi que, enfin, tu parlais de l'école tout à l'heure et des traumas, et on voit, nous, chez nos clients, les mêmes choses. On nous raconte des souvenirs de collège ou de primaire. Et on est aussi dans un système scolaire, chez nous en France, qui ne valorise pas l'oral, qui valorise l'écrit, la sagesse, le fait d'être assez discipliné. Et les trublions, par exemple, qui ont une aisance à l'oral, on ne va pas les valoriser, on va plutôt les calmer. Donc, il y a aussi tout ça. C'est aussi culturel. Oui, l'oralité n'est pas du tout mise en valeur à l'école, Oui, clairement. exactement. En tout cas, pas aujourd'hui. Ça bouge un peu. Ouais, il faut faire bouger les choses. Et ben, en tout cas, merci, Merci Valérie. Merci pour, beaucoup à vous. Merci. Alors, tu vois, moi, ce qui m'a intéressé dans la présentation de Valérie, c'est vraiment qu'il existe aujourd'hui des techniques de libération émotionnelle. Enfin, moi, j'avais vu ça aussi dans ma formation de coach, notamment, où on va débloquer les gens sur quelque chose qui les dérange depuis longtemps. Et finalement, comme elle disait, des fois avec 4-5 séances, tu vois, nous, on sait qu'on va intervenir sur de la technique, de la posture, etc. Mais parfois, c'est vrai qu'il y a c'est un petit plus aussi d'arriver à débloquer émotionnellement. Ah bah, c'est sûr, parce que ça renvoie forcément à l'image de soi. Moi, par exemple, pour exercer souvent avec la caméra, c'est quand même le niveau ultime, Oui, on va oui, dire, pour oui. beaucoup de personnes, parce que forcément, il y a vraiment cet enregistrement, que ça soit sonore, audio, etc. Et finalement, de les filmer, de montrer l'amélioration que ça a fait en 1 séance, 2 séances de Media Training, derrière, ils ont un déblocage complet, Oui, même oui. en prise de parole. Et derrière, voilà, comme Mélanie a dit Ils tout adorent, à hein. l'heure, ils adorent. Ils Et adorent. puis, ça, c'est vraiment pour nous ce qui est le plus important, finalement. Jean Fresneau est un étudiant en master en droit. Il s'intéresse de près à la prise de parole en public, qu'il considère comme un outil fondamental pour se faire comprendre et améliorer la qualité en communication. Jean, il y a quelques jours, et nous étions présents, C'est vrai. tu as remporté le concours d'éloquence organisé par Eloquentia Rennes. Félicitations d'ailleurs. Tu as été le finaliste, on te refélicite. Si. Nous, ce qui nous intéresse, tu vois, dans ce podcast, c'est de savoir comment tu as préparé ce concours. Ok. C'est de l'éloquence, donc il y a beaucoup de paramètres qui sont en jeu. Ceux sur lesquels j'ai travaillé principalement, c'était le fond. Le fond du discours, parce que je viens de la fac de droit rennaise, qui est très carré et qui forme bien à l'argumentation. Donc j'ai essayé de rendre mes arguments limpides et de les amener de manière fluide dans la forme du discours que j'ai délivré. D'accord, donc vraiment le fond, le fond.
Est-ce que tu as été accompagné, coaché pendant toute cette période? Déjà, combien de temps a duré la préparation? On a eu les sujets 3 semaines avant Ah, d'accord. et j'ai commencé à travailler, dès que j'ai eu ces sujets-là. Oui, j'ai été accompagné d'abord par, des proches qui sont excellents orateurs, donc qui vont avoir un retour à me faire lors de mes entraînements et ensuite je fais aussi pas mal, d'auto-coaching en filmant mes entraînements Ah, D'accord, bah, bien. bah, Mmh. voilà. et en corrigeant ce qui va pas, ce qui est à garder et ce qui est à jeter. D'accord. Super important ce qu'il vient de dire. Bah, oui, on le conseille. Enfin, moi, je le conseille à mes clients. Je ne Bien sais pas sûr. toujours s'ils le font, mais Mmh. et quand tu dis, tu vois, tu as eu le sujet 3 semaines avant, mais c'est un parcours plus long, Eloquentia. Tu t'es entraîné toute l'année, il me semble, non? Oui, ça fait un petit moment que je travaille ça et Eloquentia, justement, c'est un super moyen de pratiquer, en fait, ce qu'on apprend. Parce que la théorie, c'est bien, Mmh. la pratique, pour de la prise de parole, c'est un essentiel. Donc, ça veut dire, est-ce que tu conseillerais à d'autres jeunes gens, alors je sais qu'il y a une limite d'âge à Eloquentia, je crois que c'est 30 ans, Mmh. tu conseillerais de participer comme ça à des concours locaux, de s'entraîner? Bien sûr, parce que c'est un premier pas dans la découverte de notre capacité à prendre la parole en public. Maintenant, il ne faut pas restreindre cette compétence aux concours d'éloquence, qui ne Mmh. sont qu'un moyen de parler et de faire en sorte de parler bien, de parler le mieux possible. Mais il y a l'éloquence de tous les jours, il y a l'éloquence des commerçants, celle du quotidien, et ça aussi, ça se travaille et c'est important. Et c'est pas la même chose. Je pense que tu parles pas comme à, on va dire, un concours d'éloquence dans la vraie vie comme ça. Enfin, Bien tu sûr. peux, mais ça va faire un En tout peu cas, bizarre. ouais, mais en tout cas, ça a des effets, je pense, positifs sur la qualité du langage, la qualité de la Le communication. choix des mots aussi, Exactement, Ouais. vocabulaire peut-être plus riche. Mmh. Et justement, le fait de travailler en fait cette prise de parole, est-ce que ça a eu des effets concrets sur toi, ton enfance? Enfin, on veut tout savoir sur ça. Tout. Ouais. Oui, ça a eu des effets, bien sûr. Quand j'étais petit, j'étais très mal à l'aise à l'idée de prendre la parole en public. Quand on avait des poésies à déclamer devant la classe en primaire, j'étais tétanisé du fait d'être regardé. Donc je fixais un point dans la classe et je m'en détachais pas. J'avais un regard halluciné de fou furieux comme ça. Et petit à petit, pas après pas, c'est quelque chose qui est très impactant au quotidien, surtout dans les relations sociales, je trouve. Ouais. Mmh. Dans notre capacité à se présenter, à rencontrer des nouvelles personnes, à interagir avec elles. On est bien meilleur quand on a appris à parler. Et effectivement, et bah, ça rebondit sur un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui, hein. C'est le fait que s'entraîner, c'est quand même super important et le coaching fait partie quand même, de ces valeurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, selon toi, différencie un bon orateur et d'une bonne prise de parole, en fait? Il y a 2 choses, je dirais. La première, c'est d'être aligné avec son propos. On peut pas trahir, on peut pas tromper son public. Si on ment, si on ne croit pas à ce que l'on dit, ça va se Mmh. ressentir immédiatement. Et ensuite, quand c'est quelque chose d'un petit peu important, évidemment, l'entraînement va jouer. Et l'entraînement avec un accompagnement, avec un regard extérieur sur ce qu'on fait, ça permet de beaucoup s'améliorer. Bah, merci en tout cas, Jean, Merci c'était beaucoup, passionnant. Jean. Je pense qu'on pourrait en parler Oui, des heures. oui. Mais Et puis, le tu as l'œil allumé quand tu en Mmh. parles, c'est très plaisant. Ça Merci se à voit. vous. Merci beaucoup. Et tu vois, moi, je trouve que Jean confirme des choses pareilles que tu dis à tes clients et moi aussi. Il faut répéter, répéter, qu'on s'améliore sans cesse. Mmh. Moi, je dis souvent, l'improvisation ne s'improvise pas. C'est ma phrase, ça? C'est ta phrase aussi, Oui, mais on l'a c'est- dit, je crois qu'on l'a dit Non, tous, les pros de... non, des- mais Exactement. oui, Et on tu travailles. n'improvise pas. Moi, j'ai fait beaucoup d'impro quand j'étais jeune et c'est ça qui m'a débloqué. Et parce que moi aussi, j'étais un grand timide. Et finalement, ouais, on se rend compte que il faut avoir des automatismes, en tout Oui, cas, même oui. si on improvise, puisque des fois, on n'a pas le choix d'improviser, comme là, maintenant, actuellement. Mais il faut avoir des automatismes, il faut Oui. avoir des silences, éliminer tous les gestes parasites, enfin, tout ce qu'on a. Les mots bruits. Mais tu vois, Jean, il a quand même aussi parlé du fond. Oui, Euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. On est aussi sur Ouais. la forme, etc. Mais les mots sont importants, le fond du discours, un discours de qualité. Quand il est bien servi, tu seras d'accord avec Oui, moi, toujours. c'est super agréable. Bah, il faut lire aussi. Il faut lire aussi. Continue à lire. Donc on arrive au terme de ce podcast. C'était C'était un joli moment, un peu trop court pour moi. mais un bon. peu trop court. Et puis toutes ces questions qui ont été soulevées, moi j'adore. Et ces experts. Bah, en tout cas, on a essayé de mettre en lumière vraiment un truc qui était avec plein d'expertise Oui. pour montrer que la prise de parole, c'est pas uniquement nos métiers, c'est plein de métiers réunis et on peut avoir finalement
pas mal d'expertises qui rentrent en jeu Oui, en exactement. fonction de Des expertises complémentaires aux nôtres, Ouais, c'est ça, de additionnelles. son état émotionnel, en Mmh. fait. Mais je pense que la conclusion qui doit être mise en valeur, c'est que peu importe quel coaching vous pouvez prendre ou vous voulez prendre, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut se faire accompagner. La prise de parole, c'est ça, c'est Mmh. l'entraînement, c'est la répétition. C'est le Enfin, regard extérieur dont on a aussi parlé, c'est tout ça, en fait. C'est du théâtre, de l'éloquence, des textes bien écrits. de la lecture, bref, du coaching en image. Voilà, il y a la voix, enfin, il y a tellement de choses qu'on peut mettre en valeur, mais c'est surtout prendre confiance en soi. Oui, c'est la base. Et c'est ce qui a été dit, ça a été le filigrane, je pense, de toute la soirée. Plus on a confiance, c'est Glenn qui le disait, plus on est aligné, plus on va apparaître plus intéressant Ouais, plus et mieux on intéressant. va se sentir. Et n'hésitez pas, en tout cas, à visiter notre site, que ce soit pour Annie. Je te Donc moi, laisse te c'est... rappeler. Alors moi, mon site, c'est simple, là, c'est mon nom, c'est anniereno.com. Mais c'est un super site en plus, il y a plein d'avis positifs là-dessus. Oui, c'est vrai. Il faut y aller. Merci. Et le mien, donc skiveo.fr, si vous voulez être intéressé par une vidéo ou alors tout simplement du coaching en média training, il faut venir nous voir et puis on fera un plaisir de répondre à toutes vos questions et toutes vos interrogations sur la prise de parole. Et on est aussi présent sur les réseaux sociaux, toi comme moi. Exactement. Suivez-nous sur LinkedIn et puis n'hésitez pas surtout à prendre la parole, quoi qu'il arrive, c'est important.